À chaque fois que je regarde un procès criminel aux États-Unis, je remarque des choses dont je me dis, est-ce que c'est pas dommage qu'on les sorte pas du tribunal pour les appliquer plus largement à notre société? Par exemple, on a tendance à travailler 7 heures, 8 heures, parfois beaucoup plus d'heures que ça par jour, alors qu'on sait pertinemment que le cerveau humain, il est pas capable de rester concentré sur la même tâche aussi longtemps. Et dans le cadre d'un procès où ça devient essentiel, voire carrément vital, que les jurés restent hyper concentrés sur ce qui leur est raconté, et ben ce qu'on constate, c'est que les journées, elles font rarement plus de 6 heures, et il y a des pauses de manière très régulière. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je raconte, c'est un petit peu philosophique, mais restez avec moi, vous allez comprendre. Alors quand vous êtes prêts, on y va, c'est parti, générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Je trouve qu'un procès, c'est une leçon de respect et à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que dans un tribunal, tout le monde doit respecter les mêmes règles. Il y a des règles assez spécifiques et elles s'appliquent aussi bien à l'accusé qu'aux avocats, qu'aux jurés, qu'aux juges, mais aussi aux personnes qui sont présentes dans la salle, notamment les journalistes. Et dans un procès, comme on l'a vu dans celui de Darrell Brooks dans cette vidéo, ce qui compte, c'est pas les paroles, c'est les actes. With all due respect, Your Honor, Mr. Brooks, by saying all due respect doesn't change the fact that you're interrupting me. Est-ce que c'est pas un truc qu'on a un peu tous et toutes tendance à faire, de dire si mais je te respecte, tout en, je sais pas, coupant la parole à quelqu'un ou quelque chose comme ça? Je trouve ça intéressant d'avoir ce juge qui vraiment dit quelque chose qui est en fait une évidence mais qu'on n'applique pas forcément, ce truc de c'est pas parce que tu dis que tu me respectes que ça veut dire que tu me respectes. Et je trouve que cette notion de respect, ça s'applique à un autre truc qui est le temps de parole. C'est pas du tout comme en politique où vous savez, on va chronométrer chaque partie pour être sûr que tout le monde ait eu pile le même temps de parole. Là, c'est pas du tout le cas. En fait, le temps de parole entre l'accusation et la défense, il est divisé en fonction des besoins de chacun. Même si évidemment il y a des contre-interrogatoires, donc la défense va intervenir pendant la phase de l'accusation et vice-versa, eh bien en réalité, l'accusation a un temps pour elle, et la défense a aussi un temps pour elle. Et si l'accusation dit au juge, bah écoutez, nous, vu le nombre de témoins et tout, on estime qu'il va falloir à peu près 7 jours pour pouvoir présenter notre cas au juré, eh ben très bien, ils ont ces 7 jours. Mais si à l'inverse la défense dit, alors nous, on va être hyper efficace, on a beaucoup moins de témoins, et on estime qu'on peut le faire en 1 jour et demi, eh ben ils ont 1 jour et demi. Et donc c'est vraiment calculé en fonction des besoins réels de chaque partie, et pas en fonction d'un truc de on te force à parler pour que t'aies exactement le même temps de parole. Et je trouve que c'est une notion de respect qui est différente et intéressante. S'il y a bien un truc que j'ai appris à force de regarder des procès, c'est que juger, c'est putain de difficile. Je sais pas vous comment vous vivez les choses quand je vous relate les procès, mais moi quasiment à chaque fois, je regarde la phase de l'accusation, je termine, je me dis ok, c'est sûr, cette personne est coupable. Et après, je regarde la version de la défense et je me dis, ok, c'est sûr, cette personne est innocente. Et moi, je trouve que c'est un rappel du fait que, juger, c'est hyper dur. Même quand on a tous les éléments factuels et tout, c'est quand même rarement hyper évident, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et c'est aussi pour ça que je vous propose à chaque fois de donner votre verdict avant de vous le partager, parce que je trouve ça super intéressant de remarquer qu'avec les mêmes éléments, eh bien vous n'avez pas toujours le même avis, vous n'êtes pas toujours tous et toutes d'accord dans les commentaires, vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi non plus, et je me dis, est-ce qu'on pourrait pas appliquer ça dans la vie finalement? Parce que si, en ayant tous les éléments, on n'arrive pas tous à être d'accord, et qu'on n'arrive pas à la même conclusion, imaginez quand on connaît pas tout ce qui se passe dans la vie d'une personne, quand on n'a pas tous les éléments, ou dans un cas de conflit quand il y a plusieurs personnes impliquées, et que nous on a une seule version, une seule voix. Est-ce qu'on pourrait pas s'en inspirer un petit peu et se rappeler que, en réalité, on n'a peut-être pas tous les éléments pour juger la personne, et prendre un petit peu de recul, et peut-être, je sais pas, juger moins les autres. Proposition. Dans un procès, il y a une question centrale pour pouvoir juger correctement, c'est la question du mensonge. Je trouve que ça, c'est un élément vraiment intéressant parce que le mensonge, c'est un truc... on apprend aux enfants très petits que mentir c'est mal et qu'il faut toujours dire la vérité, et alors dès qu'on devient adulte, on ment tout le temps.
Vous me croyez pas? Combien de fois est-ce que vous avez dit à quelqu'un « ça va et toi ?» parce qu'il vous a demandé des nouvelles, alors qu'en fait ça allait pas du tout? Combien de fois vous êtes arrivé en retard quelque part en disant que c'était la faute des transports alors qu'en réalité vous êtes juste parti trop tard de chez vous? Est-ce que vous avez déjà annulé une soirée au dernier moment en disant que vous pouviez plus venir parce que vous étiez malade alors qu'en fait vous aviez juste la flemme? Personnellement, je plaide coupable à toutes ces accusations. Et on a ce dicton en français qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, et je me demande si le fond de l'histoire c'est pas qu'on confond en réalité opinion et vérité. Parce que c'est sûr que c'est pas la même chose de dire à quelqu'un « je vais pas venir chez toi ce soir finalement parce qu'en vrai je te trouve chiant et j'ai pas envie de passer la soirée avec toi », ce qui est une opinion, et de dire à quelqu'un « écoute, je t'adore, mais là je suis claqué, j'ai vraiment besoin de me ressourcer et j'ai vraiment besoin de passer une soirée tranquille et mille chez moi, en pyjama, devant une petite série, donc je suis désolée mais je vais pas venir. » Et y a pas que dans la vie quotidienne qu'on ment. Est-ce que vous avez déjà demandé une augmentation à votre patron ou à votre manager et il ou elle vous a répondu un truc du style « on aimerait bien, malheureusement, écoute, financièrement, on va pas pouvoir le faire ». Si c'est le cas, sachez que c'est probablement faux parce que c'est un des mensonges les plus répandus dans le monde du travail. Donc on a à la fois ce truc-là où le mensonge est totalement ok, accepté, presque parfois socialement encouragé dans la vie civile, et dès qu'on rentre dans un procès, le mensonge n'a plus du tout sa place. Déjà, tous les témoins aux États-Unis doivent jurer sur la Bible de dire la vérité, rien que la vérité, et puis ils ont ce principe de loi aux États-Unis dont je vous avais parlé notamment dans le procès de Michael Barrison, ce principe qui dit que si les jurés pensent qu'un témoin leur a menti une fois, une seule pendant le témoignage, alors ils peuvent considérer, s'ils le souhaitent, que l'entièreté de son témoignage est faux. If you believe that someone intentionally came into this courtroom and intentionally lied about a significant fact, you could disregard their entire testimony. Parce que si quelqu'un ment une fois, pourquoi il dirait la vérité sur le reste? Et au-delà de l'aspect éthique et moral, il y a un enjeu qui est particulièrement fort dans un procès, puisque si l'accusation ou la défense a un témoin dont le témoignage présente des incohérences suffisamment pour que les jurés puissent se dire « peut-être qu'il y a du mensonge dans tout ça », et qu'ils jettent ce témoignage entièrement, eh bien ils prennent le risque de perdre leur affaire. Donc il y a un vrai enjeu sur le fait de répondre à toutes les questions, d'être le plus honnête possible, de soulever tous les points d'ombre, pour donner un maximum d'informations et qui soit le plus cohérente possible. Et là encore, je me dis qu'on pourrait peut-être s'inspirer un petit peu de ce mode de fonctionnement, de valoriser peut-être un petit peu plus la vérité, mais aussi peut-être faire attention un petit peu à toutes ces incohérences. Parfois elles sont minimes, mais je sais pas vous, moi souvent quand j'ai quelqu'un qui a un discours avec un petit peu des trous dans la raquette, j'ai assez tendance à me dire qu'il y a sûrement une explication et que peut-être c'est pas si grave. Et quand je vois ça, je me dis peut-être que ça vaudrait le coup de creuser en réalité un petit peu plus, peut-être que ça m'éviterait de me faire avoir, ou de me sentir trahi parce qu'en fait on m'a pas donné toutes les infos, enfin vous voyez, des choses comme ça. Je pense qu'il y a plein de manières de s'inspirer ça, je vous partage ce qui me vient, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis je sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie de pas vraiment mentir, vous savez, mais bon, si on dit pas tout, si la personne pose pas de questions, est-ce que c'est vraiment du mensonge ? Et cette question du mensonge par omission, elle a été soulevée notamment dans le procès d'Alec Murdaugh. Je sais pas si vous vous rappelez ce moment pendant le contre-interrogatoire de l'accusation. Ils vont lister tous les gens à qui Alec Murdaugh a pu mentir et puis à chaque fois lui dire « Est-ce que vous avez menti à machin? Est-ce que vous avez menti à bidule ?» But you lied to Maggie, didn't you? I did lie to Maggie. You lied to Paul? Sometimes. You lied to your father? I'm sure I did at some point. Did you lie to your brothers? I would have lied to Randy at some point, I'm sure. Did you lie to their wives? I'm sure I did. Et bon évidemment, Alec Murdaugh c'est un avocat, il va pas se laisser faire. Quand il a pas le choix, il dit « oui j'ai menti », mais il y a quand même plusieurs fois où il va dire « non j'ai pas menti, je lui en ai juste pas parlé ». Et il y a ce moment très particulier dans ce procès où le procureur d'un coup, il a une attitude très spéciale, c'est-à-dire il se penche un peu sur sa table et vraiment il lui parle comme si c'était un enfant et il lui dit « mais monsieur Murdaugh, est-ce qu'on n'a pas déjà établi qu'un mensonge par omission est un mensonge quand même ?» I mean, didn't we have to say before that not telling the whole truth is the same as telling a lie? Et là encore, je me dis, peut-être que c'est un truc qu'on devrait
peut-être prendre aussi en considération. Est-ce que finalement un mensonge par omission, ça reste pas un mensonge? Donc pour les jurés, c'est essentiel de savoir si un témoin ment ou pas. Mais comment on fait pour savoir ça? Et ça, c'est un point qui revient dans presque tous les procès, souvent dans les closing arguments, dans les discours de fin, soit de la part de la défense, soit de l'accusation, et parfois même, c'est un truc qui va être dit des deux côtés. Et qu'est-ce qu'ils disent aux jurés? Eh bien, de se faire confiance. Et les avocats n'encouragent pas les jurés à se faire confiance pour évaluer la crédibilité des témoins, en tout cas pas seulement, mais aussi des experts. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais alors ça c'est un vrai délire, souvent dans les procès, l'accusation fait venir des experts qui disent un truc, et la défense fait venir des experts qui disent complètement le contraire. Et ce qui est fou, et ça nous rappelle autre chose je trouve, et c'est un autre petit point dans le point, c'est que moi j'ai souvent cette impression sur l'aspect scientifique qu'en fait on peut pas faire plus factuel que ça. Si un truc est comme ça, il est comme ça. Enfin voilà, si la science nous le dit, on peut pas le remettre vraiment en question, c'est factuel, c'est scientifique. Et je pense qu'on oublie que, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, ça reste ce qu'on sait aujourd'hui. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Ce que je veux dire, c'est que parfois on a des vraies certitudes dans le monde scientifique, et puis d'un coup, il y a une expérience, il y a une étude, il y a quelque chose qui arrive et qui nous dit, vous savez quoi, ce qu'on croit là depuis 50 ans, c'est totalement faux. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va suivre, nous, en tant que citoyens lambda, si on n'est pas, j'en sais rien, médecin ou chercheur. On suit pas toutes ces évolutions, tous ces changements. Et je trouve ça intéressant, ce côté expert qui raconte pas du tout la même chose. Et parfois, c'est sur des trucs, c'est aberrant. Enfin, dans le procès Murdoch, il y a quand même les experts de la défense qui vont dire qu'ils ont réussi à mesurer la taille de l'attaquant en fonction de l'angle du tir des balles. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans toutes les séries policières, c'est un truc qui marche très bien. Et les experts de l'accusation vont dire c'est impossible, on ne peut pas mesurer la taille de quelqu'un en fonction de l'angle de tir. Donc c'est même pas, on n'est pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent c'est possible et on l'a fait, et d'autres qui ont les mêmes qualifications qui disent les gars c'est impossible, c'est même pas techniquement faisable. Je trouve ça complètement fou. Et ça aussi je trouve que c'est un truc très intéressant parce que, je sais pas vous, mais c'est vrai que moi quand je vois quelqu'un qui passe à la télé ou qui est interviewé dans des grands médias, j'ai tendance à me dire que cette personne a probablement raison, puisque elle est experte, n'est-ce pas? Et quand je vois ça, ça m'encourage en fait un peu à douter peut-être un peu plus des paroles des gens qu'on nous présente comme experts et à me faire mon propre avis en fait. Même si la personne elle a un CV de ouf, pas forcément croire tout ce qu'elle me raconte. Je trouve que c'est un rappel à questionner le monde, à questionner les gens qu'on nous présente comme des experts et qui ont réponse à tout alors que non, ils ont pas du tout réponse à tout, et que tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, finalement le monde est gris. Je pense que c'est la plus belle phrase de cette vidéo, vous pouvez la retenir, le monde est gris, fait de 50 nuances de gris. Tout est très nuancé, ça déjà je trouve c'est intéressant, mais ce côté qu'ont les avocats à encourager systématiquement les jurés en leur disant « mais faites-vous confiance, écoutez-vous ». Qu'est-ce que ça vous dit en fait à l'intérieur de vous? Vous avez entendu cette personne? Qu'est-ce que vous disent vos ressentis? Et faites-vous confiance à vous plutôt qu'à un titre, plutôt qu'à un CV et plutôt qu'à quelqu'un d'extérieur. Et vous êtes en capacité d'évaluer la crédibilité d'une personne, expert ou pas. Et là encore, je me dis que c'est pas quelque chose qu'on nous encourage tellement à faire dans la vie en fait, de se faire confiance, d'écouter nos ressentis. Enfin après, je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais moi j'ai plutôt l'impression d'être globalement encouragée par les médias, etc., à faire confiance en fonction de, je sais pas, d'un CV, à chercher des faits, à certes remettre en question, mais en allant chercher en fait des réponses à l'extérieur de moi, et pas forcément à me faire mon propre avis construit en écoutant différents experts, par exemple, qui disent pas la même chose, ou différents témoignages qui disent pas la même chose, pour pouvoir construire mon propre avis en m'écoutant. Et je trouve ce principe vraiment intéressant. J'ai l'impression que ce serait peut-être la base du respect et de l'inclusivité, de se dire ok, j'ai peut-être un avis, mais peut-être que ça vaut le coup, plutôt que de rester à écouter les gens qui sont d'accord avec moi et qui partagent mon avis, ce que je pense qu'on a un peu tous et toutes tendance à faire, mais bon, je veux pas, il y a peut-être des gens qui vont me dire que pas du tout, et franchement, si c'est pas votre cas, bravo. Mais je trouve qu'on a un peu cette tendance à faire ça, plutôt que de se dire, en fait, je vais écouter plein de témoignages sur un sujet que je comprends pas forcément, ou un sujet sur lequel j'ai un avis déjà très marqué
mais en réalité je l'ai construit en écoutant uniquement les gens qui sont d'accord avec moi, bah tiens, je vais aller écouter les gens qui sont pas d'accord avec moi, et je vais prendre le temps de vraiment peser le pour et le contre pour pouvoir créer un avis construit. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu ce que moi j'en retire, et l'autre chose que j'en retire, c'est cette importance à écouter nos ressentis. Quand on parle de ressentis, en réalité, ce dont on parle, c'est de nos émotions. Et les émotions, c'est vraiment un truc qu'on nous apprend pas du tout à identifier. C'est complètement fou parce que on vit avec, elles sont là tous les jours. Plusieurs fois par jour, on ressent des émotions. On nous apprend pas à nous en servir alors que c'est des super guides internes pour nous montrer ce qui nous convient pas et nous aider à aller vers plus de bien-être et plus de bonheur. Et ben ce super guide interne, on nous apprend pas à en faire quelque chose de positif pour soi en fait. Et dans le cadre d'un tribunal, ben les émotions, c'est hyper important. Et l'autre chose qui est hyper importante, c'est le lien entre les comportements qu'on peut avoir et qui sont liés, induits par nos émotions. Parce que, je pense que si je prends un exemple global, on va tous être d'accord pour dire que, j'en sais rien, vous êtes dans la rue, vous marchez la nuit, vous avez peur, peut-être vous allez partir en courant. Voilà, ça va forcément induire un comportement. Et donc, ça vient questionner pourquoi on agit, pourquoi on fait ça. Et cette question du lien entre les émotions et le comportement, ça peut être central dans un procès, et je pense notamment au procès de Curtis Reeves. Vous vous en souvenez peut-être, Curtis Reeves, c'est cet homme qui a tué son voisin au cinéma parce qu'il était sur son téléphone portable, et en réalité, la totalité de ce procès, la seule question qui se pose réellement, c'est est-ce que Curtis Reeves a agi par peur ou par colère? Parce que s'il a agi par peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est pas senti en sécurité, et donc qu'il a agi par légitime défense. Et dans ce cas, il est innocent. Mais s'il a agi par colère, alors ça veut dire qu'il a perdu son sang-froid, qu'il a agi peut-être pour se venger, et dans ce cas, il est coupable, et il doit aller en prison pour le reste de ses jours. Donc ce que ça montre ici, c'est que dans un procès, l'émotion qu'on a ressentie à un moment donné et qui nous a poussé à agir d'une certaine manière, suivant de quelle émotion on parle, ça peut faire la différence entre la liberté ou la prison à vie. C'est pas complètement fou de se dire que la culpabilité de quelqu'un, elle est dépendante de l'émotion qu'il a ressentie au moment où il a agi. Et si les émotions, ça a autant d'importance dans un cadre juridique, pourquoi ça en a pas plus dans notre vie quotidienne? Pourquoi on nous apprend pas plus dès l'enfance à les reconnaître, à savoir quels comportements elles induisent chez nous, et du coup à reconnaître aussi les comportements qu'on a pour pouvoir identifier et remonter à l'émotion d'origine, comprendre pourquoi on agit comme ça, qu'est-ce qu'on peut changer si on n'aime pas notre façon d'agir. Je trouve ça tellement fou en fait, cette différence de traitement des émotions. Voilà, écoutez, j'ai pas de fin à cette partie, mais je vous la partage si vous voulez continuer cette réflexion avec moi dans les commentaires, eh ben n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Et puis, de façon un peu évidente, le dernier truc dont j'avais envie de vous parler, qu'on peut apprendre d'un procès, c'est qu'on est tous et toutes responsables de nos actions. Et ça, c'est pas vrai uniquement pour l'accusé, c'est vrai aussi par exemple pour les avocats, parce que chaque partie doit être en capacité déjà de construire son dossier et en fonction de ça d'évaluer le temps que ça va lui prendre pour présenter sa thèse. Et ils ont intérêt à ce que ce soit vachement bien calculé, parce que imaginez si un avocat ou une avocate dit nous on a besoin de 5 jours pour présenter tous nos témoins et tout notre cas au juré, et qu'à la fin des 5 jours ils sont complètement plantés et ils ont même pas passé la moitié de leurs témoins, c'est un peu la merde quoi. Donc il y a aussi cette notion de responsabilité dans le cas des deux parties. Et puis les témoins aussi sont responsables de leurs actions, parce que s'ils viennent et qu'ils racontent n'importe quoi et qu'on peut le prouver, c'est eux qui prennent le risque d'être poursuivis en justice et de se retrouver avec une amende, voire carrément de la prison. Et si les témoins, et même les avocats d'ailleurs, ne respectent pas les règles du tribunal, eh bien ils peuvent se retrouver emprisonnés momentanément, par exemple le temps du procès, ou pendant, 10 minutes pendant une pause, on va leur dire là on vous met en cellule, et ça vous apprendra un petit peu la vie. Donc il y a vraiment un truc de, dans le cadre d'un procès, chacun est responsable de lui-même, de ses actions, et si t'es pas d'accord avec ça, t'as le droit, mais il y a des conséquences. Et puis bien sûr, il y a la question de responsabilité des actions pour les accusés. Ils sont là pour faire face aux conséquences de leurs actes, et bien sûr que régulièrement,
On voit des accusés qui viennent en disant « c'est pas vrai, je l'ai pas fait », alors qu'il y a toutes les preuves contre eux, limite il y a leur ADN sur place, il y a les témoins qui sont vifs, enfin il y a tout dit qu'ils mentent, et ils continuent à s'accrocher en disant « c'est pas vrai, c'est pas ma faute ». My mama taught me better than this. She didn't teach me to go out and do these things, nor did I do them. Et en fait, ils peuvent dire ça autant qu'ils veulent, on va regarder l'ensemble de la situation, et ils vont quand même devoir assumer les conséquences de leurs actions, et je trouve que ça c'est quelque chose qui a été bien résumé par la juge dans le cas de Mackenzie Shirilla. There's only one person who's responsible for the pain of everyone in this room, and that person is you, Mackenzie. Nobody else is responsible. This isn't the fault of Dominic's family, or Davion's family, or your family. And I know that each of you have asked your questions to yourselves, what if I had done this or that? The truth of it is, none of us can control the intentions of another. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'avais envie de vous partager toutes ces réflexions que je peux me faire, ces liens que je vois entre les procès et la vie, de manière plus générale. Peut-être que vous en voyez d'autres, et si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de procès. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.